Cette machine IRM, il n'en existe que 3 dans le monde entier. L'une est réservée au président des États-Unis. L'autre appartient à la famille royale saoudienne. Et la dernière, se trouve juste ici. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. Le pays le plus isolé de la planète. Une nation tellement étranglée par les sanctions internationales que même l'importation d'équipements médicaux y est interdite. Et pourtant, dans un bunker souterrain sous ce même pays, j'avais sous les yeux l'une des technologies médicales les plus avancées jamais créées par l'humanité. 30 millions de dollars pour une seule machine. Même au siège allemand, les ingénieurs qui en ont vu une en personne se comptent sur les doigts d'une main. Alors pourquoi diable se trouvait-elle ici? 3 heures plus tôt, j'étais dans un hôpital de Pyongyang. Ce que j'y ai vu me hante encore aujourd'hui. Des tables d'opération rouillées. Des moniteurs cardiaques office sectionnés. Des infirmières qui réutilisaient des compresses tachées de sang. Une petite fille pleurait dans les bras de sa mère, secouée de convulsions à cause d'une forte fièvre, et il n'y avait aucun médicament pour la faire baisser. Le médecin se tenait là, impuissant. Nous n'avons pas de médicaments. Je suis désolé. Je voyais les larmes monter dans ses yeux. Le même pays. La même ville de Pyongyang. Mais à 3 heures de là, une IRM à 30 millions de dollars attendait dans un état impeccable. D'un côté, un enfant mourait faute de Doliprane. De l'autre, l'établissement médical le plus avancé au monde était prêt à servir un seul homme. Comment est-ce seulement possible? Comment des êtres humains peuvent-ils faire ça à d'autres êtres humains? À cet instant précis, j'ai compris exactement ce que j'avais sous les yeux. Ce n'était pas simplement de l'inégalité. C'était de la cruauté transformée en système. Une structure conçue pour garantir la santé d'un seul homme au prix de 25 millions de vies. Et je me tenais en plein milieu de tout ça. Un étranger qui avait découvert ce secret serait-il jamais autorisé à quitter le pays vivant? Pourquoi m'avait-il amené ici? Et qu'étais-je censé faire de cette vérité? Je m'appelle Thomas Müller. Je suis né à Munich, en Allemagne. 36 ans, et je travaillais comme ingénieur spécialiste IRM chez Siemens Healthcare. En fait, je devrais dire que j'y travaillais. Avant que tout ne change. J'étais juste un ingénieur ordinaire. J'ai étudié le génie biomédical à l'université, j'ai été embauché par Siemens juste après l'obtention de mon diplôme. Les machines IRM, les scanners, les échographes, tous ces appareils médicaux high-tech qu'on voit dans les hôpitaux, mon travail consistait à les installer et à les maintenir en état de marche. Pendant 12 ans, j'ai parcouru le monde. La clinique Mayo aux États-Unis. L'hôpital universitaire de Tokyo au Japon. L'hôpital spécialisé King Faisal en Arabie Saoudite. L'hôpital universitaire national de Singapour. J'avais visité tous les établissements médicaux de premier plan imaginables. Chaque fois qu'un nouvel hôpital ouvrait quelque part, c'était moi qu'on envoyait. Installer l'équipement, former les techniciens locaux, résoudre les problèmes qui survenaient. J'en tirais une certaine fierté, en fait. Les machines IRM que j'ai installées ont dû sauver des dizaines de milliers de vies à ce jour. Détection précoce du cancer, diagnostic d'hémorragie cérébrale, découverte de maladies cardiaques, mes mains ont joué un rôle dans tout ça. Je n'étais pas médecin, mais j'aimais penser que je contribuais quand même à sauver des vies. C'était ma source de fierté. Je vivais seul dans un petit appartement à Munich. Jamais marié. Trop de voyages d'affaires pour maintenir une relation. J'ai eu une copine un jour, mais je voyageais plus de 200 jours par an, alors on a fini par se séparer. Tu es marié à tes machines, elle m'a dit en partant. Elle n'avait pas tort. J'aimais vraiment ces machines. Me tenir devant une IRM faisait battre mon cœur plus vite. La structure complexe, la mécanique de précision, cette technologie incroyable capable de percer les secrets du corps humain. C'était toute ma vie. Mes parents étaient encore en bonne santé, alors je leur rendais visite de temps en temps et je mangeais la cuisine de ma mère. Thomas, quand vas-tu te marier? Elle demandait à chaque fois. Bientôt, maman. Toujours la même réponse. On savait tous les deux que c'était un mensonge. Une vie ordinaire, stable. Rien de spécial, mais rien à redire non plus. C'est comme ça que les choses se passaient jusqu'à l'automne 2023, quand tout a basculé. C'était un lundi comme les autres. Je suis allé au bureau, j'ai pris mon café, j'ai consulté mes emails. Le planning de voyage de la semaine prochaine,
les rapports de maintenance des équipements, les annonces de formation sur les nouveaux produits. Les trucs habituels. C'est alors que mon chef d'équipe, Hans, est venu à mon bureau. Thomas, viens en salle de réunion 1 minute. Son expression était grave. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des inconnus dans la salle de réunion. 2 hommes asiatiques en costumes impeccables. Et l'un de nos cadres dirigeants. Assieds-toi, Thomas. L'atmosphère était lourde. Laissez-moi vous présenter. Ces messieurs viennent de la République populaire démocratique de Corée. République populaire démocratique de Corée? C'est quoi ce truc? La Corée du Nord, chuchota Hans. La Corée du Nord? Cette Corée du Nord-là? Mes yeux se sont écarquillés. C'était la première fois que je voyais quelqu'un de Corée du Nord en personne. Un pays que je ne connaissais qu'à travers les informations. Armes nucléaires, missiles, dictateurs, c'étaient les seuls mots-clés que j'y associais. Qu'est-ce que des gens de ce pays faisaient dans notre entreprise? Les 2 hommes avaient des apparences distinctives. L'un semblait avoir la cinquantaine. Cheveux plaqués en arrière, regard perçant. Son costume avait l'air charmé d'un style quelque peu démodé. L'autre avait la trentaine. Jeune et soigné, mais complètement inexpressif. Comme quelqu'un qu'on avait formé à cacher chaque émotion. Permettez-moi de vous expliquer les détails. L'homme plus âgé parlait un anglais parfait. Accent britannique. Il avait probablement étudié au Royaume-Uni. J'avais entendu dire que les élites nord-coréennes recevaient parfois une éducation à l'étranger. Je m'appelle Park Cheul. Je travaille au ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée. Il m'a tendu une carte de visite. Coréen et anglais imprimés côte à côte. Notre République poursuit la modernisation de notre système médical. Dans le cadre de cet effort, nous souhaitons importer des équipements médicaux allemands de pointe. Des équipements médicaux? En Corée du Nord? Mais les sanctions internationales, j'ai commencé à dire, mais le cadre m'a coupé. Les équipements médicaux sont exemptés des sanctions à des fins humanitaires. C'est une transaction légitime. Ah bon? Je n'étais pas vraiment au fait de la politique internationale. Juste un ingénieur qui travaillait avec des machines. Nous tenons l'expertise de Monsieur Muller en haute estime. Park Cheul a souri, mais ses yeux ne souriaient pas. Nous avons fait des recherches sur votre carrière. 12 ans, 47 pays, plus de 350 installations d'IRM. Assez impressionnant. Ils avaient fait des recherches sur ma carrière? Un frisson m'a parcouru l'échine. Comment connaissaient-ils des détails aussi précis? Nous aimerions que vous participiez à un projet d'installation d'équipements IRM dans un nouvel hôpital en construction à Pyongyang. Pyongyang? Moi? La durée est de 2 semaines. L'objectif est l'installation d'équipements et le transfert de technologie. Park Cheul a sorti des documents. Un contrat. La rémunération que nous proposons est le triple du tarif standard pour les missions à l'étranger. Et il y aura une prime supplémentaire à l'achèvement réussi du projet. Le triple? J'étais tenté. Mais j'étais aussi mal à l'aise. La Corée du Nord, quand même. Est-ce que c'était bien d'y aller? Est-ce que c'était sûr? Nous vous laissons du temps pour réfléchir. Mais nous ne pouvons pas attendre longtemps. Park Cheul a posé sa carte de visite sur la table. Veuillez répondre dans les 3 jours. Après leur départ, le silence a rempli la salle de réunion. Hans a parlé le premier. Thomas, tu peux refuser. Ça pourrait être dangereux. Je sais. C'est la Corée du Nord. Tu sais ce qu'on dit aux informations. J'ai hoché la tête. Je savais. Essais nucléaires, lancement de missiles, camp de prisonniers politiques, exécution publique. Des histoires horrifiantes. Mais l'entreprise. Le cadre a pris la parole. Ils veulent que tu y ailles. Il y a un potentiel d'ouverture du marché nord-coréen. Si ça se passe bien, ça pourrait mener à des contrats plus importants. L'argent. Tout se résumait toujours à l'argent. Du point de vue de l'entreprise, c'était un nouveau marché. S'ils pouvaient vendre des équipements médicaux à la Corée du Nord, ça signifierait d'énormes profits. J'ai cogité pendant des jours. J'ai cherché en ligne tout ce que je pouvais trouver sur la Corée du Nord.
Témoignages de transfuges, rapports sur les droits de l'homme, documentaires. Plus je lisais, plus j'avais peur. Surveillance, contrôle, exécution. Il y avait des cas d'étrangers qui avaient disparu. Otto Warmbier, l'étudiant américain. Il était allé en Corée du Nord en touriste, avait été arrêté, était revenu dans le coma, et était mort. Est-ce que c'était vraiment bien d'aller dans un pays comme ça? Mais une autre partie de moi était curieuse. Le pays le plus fermé du monde. Un endroit où presque aucun étranger n'entre jamais. À quoi ressemblait-il vraiment? Comment fonctionnait leur système médical? En tant qu'ingénieur, en tant qu'être humain, je voulais savoir. Et honnêtement, j'avais besoin d'argent. La maison de mes parents avait besoin de réparation, et j'avais besoin d'une nouvelle voiture. Un salaire triple réglerait tout d'un coup. J'ai retourné tout ça dans ma tête toute la nuit, puis j'ai pris ma décision. J'y vais. Ce n'est que 2 semaines. Je serai prudent, et tout ira bien. 1 semaine plus tard, j'ai communiqué mon acceptation. Une sage décision. Park Chuelo a dit au téléphone. Je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Vous ne le regretterez pas. Nous nous occuperons de tous les préparatifs. Je n'avais aucune idée à quel point ces paroles s'avéreraient mensongères. La veille du départ, j'ai appelé ma mère. Maman, je pars en voyage d'affaires. Où ça? En Asie. Environ 2 semaines. Je ne pouvais pas lui dire que c'était la Corée du Nord. Elle s'inquiéterait trop. Fais attention, mon fils. Assure-toi de bien manger. Oui, maman. J'ai raccroché et préparé mes bagages. Vêtements, articles de toilette, outils de travail. J'ai pris mon ordinateur portable mais j'ai sauvegardé tous les fichiers importants et je les réinitialisés. Au cas où. J'ai vérifié mon passeport. Thomas Müller. Citoyen allemand. Ce passeport suffirait-il à me protéger? J'étais anxieux, mais j'avais déjà pris ma décision. 2 semaines plus tard, j'ai embarqué sur un vol pour Pékin. L'aéroport international de Pékin-Capitale. L'un des aéroports les plus fréquentés au monde. Des gens qui courent partout. Hommes d'affaires, touristes, familles en voyage. J'ai cherché Park Chuelo dans la foule. Monsieur Müller, par ici. Park Chuelo m'a fait signe. Un jeune homme se tenait à côté de lui. Un visage que je n'avais jamais vu. Voici Kim Young-su. Il vous accompagnera jusqu'à Pyongyang. Kim Young-su semblait avoir une 30aine d'années. Mince et grand. Il m'a salué, mais son visage était inexpressif. Ses yeux étaient froids. Un accompagnateur. Je l'ai su instinctivement. La porte d'embarquement d'Air Koryo est par là. On y va? Air Koryo. La compagnie aérienne d'État de Corée du Nord. J'avais entendu dire qu'elle était classée la pire compagnie aérienne du monde. Nous sommes arrivés à la porte. Il n'y avait presque personne. Une dizaine de passagers attendaient. La plupart ressemblaient à des hommes d'affaires chinois. J'étais le seul occidental. Je suis monté dans l'avion. Un vieil appareil russe Tupolev. Les sièges étaient usés et grinçants. Les coussins étaient si fins que je sentais les ressorts. Il y avait un magazine de bord dans la pochette du siège. Il disait Koryo Air sur la couverture. Je l'ai feuilleté et j'ai trouvé page après page des photos de Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Histoire révolutionnaire, idéologie du juche, réalisation de la construction socialiste. De la pure propagande. Des hôtesses de l'air sont passées. Elles portaient des uniformes qui ressemblaient aux hanboks traditionnels coréens. Jeunes et jolies, mais leurs expressions étaient raides. Des sourires sur leurs visages, mais aucune chaleur dans leurs yeux. Des sourires entraînés. Des sourires sans âme. L'annonce en vol a commencé. Chers passagers, nous vous remercions de voyager avec Air Koryo de la République populaire démocratique de Corée. Sous la sage direction du respecté maréchal Kim Jong-un, qui poursuit brillamment la cause révolutionnaire du grand dirigeant Kim Il-sung et du cher dirigeant Kim Jong-il. C'est quoi ce délire? De la propagande politique dans un avion? J'ai regardé par le hublot. La piste était visible. L'avion a commencé à bouger. Décollage. Plus de retour en arrière maintenant. Je vais vraiment en Corée du Nord. Mon cœur battait fort.
2 heures plus tard, l'avion a commencé sa descente. Je pouvais voir la péninsule coréenne par le hublot. Le sud scintillait de lumière. Séoul, Busan, Daegu, Gwangju. Des villes brillant comme des joyaux. Mais quand nous avons traversé le 38e parallèle, tout est devenu sombre. Vraiment sombre. Presque aucune lumière du tout. Juste quelques points lumineux faibles. Pyongyang, Hamhung, Chongqing peut-être. Tout le reste était une obscurité complète. 25 millions de personnes vivent dans cette obscurité. Cette fameuse image satellite, le sud lumineux et le nord sombre, la voir en personne était encore plus choquant. L'avion a atterri à l'aéroport international de Pyongyang-Sunan. L'atterrissage a été brutal. L'appareil a tremblé violemment et grincé. Les passagers avaient l'air nerveux. J'ai posé le pied sur le tarmac. Le bâtiment de l'aéroport était visible. Plus grand que prévu. Design moderne. Une grande structure de verre et de béton. À l'intérieur, un vaste hall. D'énormes portraits de Kim Il-sung et Kim Jong-il accrochés au mur. 2 dictateurs souriants. J'ai eu une sensation étrange en passant devant eux. Je me suis mis dans la file à l'immigration. L'agent a pris mon passeport. Une jeune femme en uniforme de style militaire. Elle regardait alternativement mon visage et la photo du passeport. Sans expression. But de la visite? Affaire. Installation d'équipement médical. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur. Ça a pris un moment. Inspection des bagages. On m'a dirigé vers une table à proximité. Ma valise et mon sac à dos ont été complètement ouverts. 2 inspecteurs ont tout vérifié. Ils ont même sorti mes sous-vêtements. Ils m'ont demandé d'allumer mon ordinateur portable. Ils ont parcouru mes fichiers. Heureusement, il n'y avait rien de sensible. Puis ils ont confisqué l'ordinateur portable. Il vous sera rendu à votre départ. Mon téléphone et mon appareil photo ont aussi été confisqués. Je savais que protester serait inutile. J'ai marché dehors vers la sortie de l'aéroport. C'était la nuit. L'air était froid. Octobre à Pyongyang. L'automne. Une Mercedes noire attendait. Park Chuelo m'a accueilli avec un sourire. Bienvenue, Monsieur Muller. Bienvenue en République populaire démocratique de Corée. Je suis monté dans la voiture. Kim Young-soo a pris le volant. Park Chuelo s'est assis devant. J'étais seul à l'arrière. La voiture a démarré. Par la fenêtre, je pouvais voir les rues de Pyongyang. C'était sombre. Les lampadaires étaient rares et faibles. La plupart des bâtiments étaient sombres aussi. La situation électrique n'est pas excellente. Park Chuelo a expliqué. Mais ça s'améliore. Notre République, grâce à l'esprit d'autosuffisance. Autosuffisance. Une expression que la Corée du Nord utilise constamment, j'avais entendu. L'idée de survivre par ses propres forces. Mais la réalité était qu'ils ne pouvaient même pas garder les lumières allumées. En entrant dans le centre-ville, c'est devenu légèrement plus lumineux. Une large route est apparue. Peut-être 8 voies. Mais il n'y avait presque pas de voitures. À part la nôtre, seulement 2 ou 3 véhicules passaient. Sur cette immense route. À la place, les gens marchaient. Alignés sur les trottoirs. Tous se déplaçant dans la même direction, au même rythme. Marchant sans expression dans la nuit noire. Comme des fantômes. Qu'est-ce que ces gens font? J'ai demandé. Ils rentrent du travail. Notre peuple travaille dur. À 7 heures? Il était plus de 21 heures. Quelque chose clochait, mais je n'ai pas insisté. Nous sommes arrivés à l'hôtel. Yanggakdo International Hotel. Un énorme bâtiment de 47 étages. Construit sur une île au milieu de la rivière Tadong. C'est un hôtel exclusivement réservé aux étrangers. Park Chuelo a dit. Reposez-vous bien. Je suis entré dans le hall. Spacieux et luxueux. Des lustres scintillaient, des sols en marbre brillaient. Mais il n'y avait presque personne. Une sensation de vide. Je me suis enregistré à la réception. Une jeune femme m'a assisté. Son anglais était fluide. Monsieur Muller, 35e étage. Vous aurez une belle vue.
J'ai reçu ma clé. Pas une carte magnétique, une vraie clé en métal. J'ai pris l'ascenseur. Kim Young-soo m'a suivi. Je vais vous escorter jusqu'à votre chambre. Me surveiller, sans doute. Nous avons atteint le 35e étage. Un long couloir. Moquette usée. Éclairage faible. J'ai ouvert la porte de ma chambre. Plus grande que prévu. Lit, canapé, bureau, télévision. Par la fenêtre, je pouvais voir le centre-ville de Pyongyang. Ça là-bas, c'est la tour du juge. Kim Young-soo s'est approché de la fenêtre et a pointé du doigt. Une autre tour était illuminée. Une sculpture en forme de flamme rouge au sommet. C'est une tour commémorant l'idéologie du juge du grand dirigeant. Le grand dirigeant. C'est comme ça qu'ils appellent Kim Il-sung. Je vous retrouverai dans le hall demain matin à 7 heures. Reposez-vous bien. Kim Young-soo est parti. La porte s'est fermée. J'ai regardé autour de la chambre. J'ai allumé la télévision. Seulement quelques chaînes. Toutes des émissions nord-coréennes. J'ai mis les informations et Kim Jong-un est apparu. Il inspectait quelque chose. Les gens autour de lui prenaient des notes frénétiquement. L'annonceur parlait d'une voix passionnée. J'ai compris un peu de coréen. Le respecté dirigeant suprême, lors de ses instructions sur le terrain. J'ai éteint. Je suis allé dans la salle de bain. Installations anciennes. Carreaux fissurés, robinet rouillé. J'ai ouvert l'eau. De la rouille brune est sortie d'abord, puis s'est éclaircie. L'eau chaude sortait bien, mais elle était tiède. Je me suis douché et me suis allongé sur le lit. J'ai fixé le plafond. Alors c'est ça la Corée du Nord. Je suis vraiment venu en Corée du Nord. La tour du juge brillait par la fenêtre. Tout le reste était principalement sombre. Des gens vivent dans cette obscurité. Qu'est-ce qu'ils mangent? À quoi pensent-ils? Je me sentais anxieux, étrange et curieux à la fois. Le sommeil ne venait pas facilement. Le lendemain matin. Je me suis réveillé sans réveil. Le décalage horaire m'a réveillé à 5 heures. J'ai regardé par la fenêtre. Encore sombre, mais s'éclaircissant graduellement. J'ai regardé en bas. Des gens bougeaient déjà. Alignés, marchant. Des gens à vélo. Même à l'aube, les rues étaient bonnes. Et où vont-ils tous? Ils vont au travail? Sitôt? Je suis descendu dans le hall à 7 heures. Park Chuelo et Kim Young-soo attendaient. Avez-vous bien dormi? Oui, merci. Un mensonge. Je n'avais pas bien dormi. Mes nerfs avaient été à vif toute la nuit. Prenons le petit déjeuner et puis partons. Nous sommes allés au restaurant de l'hôtel. Un buffet. Une variété de plats. Pain, œufs, saucisses, riz, kimchi, soupe de soja. Un mélange de plats orientaux et occidentaux. Le goût était médiocre. Quelque chose de fade et sans saveur. Le kimchi était trop salé. Mais j'avais faim, alors j'ai mangé. Pendant le repas, Park Chuelo a parlé. Aujourd'hui nous visiterons l'hôpital universitaire médical de Pyongyang. C'est là que l'équipement IRM sera installé. L'hôpital universitaire médical de Pyongyang. L'un des meilleurs hôpitaux de Corée du Nord, disait-il. J'avais hâte d'y être. J'allais voir le summum du système médical nord-coréen. Après le petit déjeuner, nous sommes montés dans la voiture. Pyongyang le matin était différent de la nuit. Il y avait de l'énergie. Des gens partout. J'ai vu des gens faire la queue dans les rues. C'est quoi ça? Un arrêt de bus. Des travailleurs qui font la navette. La file était incroyablement longue. Peut-être 100 mètres. Tout le monde se tenait là en silence. Aucun signe de plainte. Un bus est arrivé. Les gens se sont entassés dedans. Serrés comme des sardines. Tellement bondés que les portes ne pouvaient pas se fermer. Ceux qui n'avaient pas pu monter attendaient le suivant. Les transports en commun semblent insuffisants. J'ai dit. L'expression de Park Chuelo s'est durcie. Ça va s'améliorer bientôt. Le parti investit. Ce ton. Une déviation automatique. Il connaît la réalité mais la cache.
La voiture a quitté le centre-ville. Les bâtiments se sont raccourcis, les routes se sont dégradées. L'asphalte fissuré et plein de nids de poules. La voiture tressautait. Après environ 20 minutes, un grand bâtiment est apparu. L'hôpital universitaire médical de Pyongyang. Une grande enseigne en coréen. Des portraits de Kim Il-sung et Kim Jong-il à côté. L'extérieur avait l'air correct. Un bâtiment blanc. 6 étages. Mais de près, la peinture s'écaillait. Certaines vitres étaient brisées. Des mauvaises herbes poussaient autour du bâtiment. On voyait bien qu'il n'était pas entretenu. Je suis sorti de la voiture. J'ai marché vers l'entrée de l'hôpital. Au moment où j'ai mis le pied à l'intérieur, j'ai été choqué. L'odeur. Une odeur de moisi, de renfermé. Pas l'odeur de désinfectant. L'odeur d'un vieux bâtiment, d'humidité, et de quelque chose en décomposition. Le couloir était sombre. La moitié des néons au plafond étaient éteints. Ceux qui fonctionnaient clignotaient. Le sol était mouillé. On aurait dit que le plafond fuyait. Des seaux étaient placés dans les coins, récoltant les gouttes d'eau. De la moisissure poussait sur les murs. Des taches vertes et noires. C'est un hôpital? C'est censé être le meilleur hôpital de Corée du Nord? Des patients étaient assis dans la salle d'attente. Des dizaines. Entassés sur de longs bancs en bois. Tout le monde s'est retourné pour regarder quand je suis passé. Un étranger devait être une curiosité. Leur apparence était choquante. Tout le monde était peau et os. Yeux enfoncés, pommettes saillantes. Peau jaune et sèche. Signe classique de malnutrition. J'ai étudié le génie biomédical et acquis des bases en médecine. Ces gens étaient mal nourris depuis longtemps. Une vieille femme toussait violemment. Elle couvrait sa bouche avec du papier, et du sang en sortait. La tuberculose? Une jeune femme à côté d'elle lui a tendu plus de papier. Le papier était déjà brunâtre et décoloré. Signe de réutilisation. Même le papier est précieux ici. Ma poitrine s'est serrée. C'est à ça que ressemble le meilleur hôpital de Corée du Nord? Par ici, s'il vous plaît. Park Chuelo m'a pressé. Il semblait mal à l'aise que je regarde autour de moi. Il voulait passer rapidement. Nous avons monté les escaliers. Il y avait un ascenseur, mais il était en panne. En réparation. Park Chuelo a expliqué. Depuis combien de temps est-il en réparation? On aurait dit qu'il était cassé depuis des années. Nous avons grimpé jusqu'au 3e étage. Service de radiologie. Là où se trouvait la salle d'IRM. Des patients faisaient la queue dans le couloir. Ils attendaient des radiographies, semblait-il. Certains étaient assis adossés au mur. Certains étaient allongés par terre. Trop malades pour même s'asseoir. Une infirmière est passée. Blouse blanche, mais tachée. Pas lavée correctement, semblait-il. Elle tenait une seringue à la main, mais ce n'était pas une seringue jetable. Une seringue en verre. L'ancien type. Il les stérilise et les réutilise? Un frisson m'a parcouru l'échine. Nous sommes arrivés à la salle d'IRM. La porte était fermée. Nous y sommes. Park Chuelo a ouvert la porte. Au moment où j'ai mis le pied à l'intérieur, je n'en ai pas cru mes yeux. Il y avait de l'équipement. Une machine IRM. Mais c'est un modèle des années 1990? J'ai murmuré. Siemens Magneton Vision. Un modèle abandonné avant même que je rejoigne l'entreprise. Un équipement que plus personne n'utilise nulle part. Plus de 30 ans. Ah, oui. Il est un peu ancien. Park Chuelo a dit, l'air embarrassé. Un peu ancien? C'est une antiquité. Ça appartient à un musée. En regardant de plus près, la machine n'était même pas opérationnelle. Le capot était ouvert, les composants internes exposés. Les bobines manquaient, les tuyaux du système de refroidissement étaient sectionnés, l'écran de la console était fissuré. Est-ce que ça fonctionne? Parfois. Parfois? Une IRM qui fonctionne parfois? Les pièces de rechange sont difficiles à obtenir, les réparations sont difficiles. Un médecin nord-coréen à côté de moi a parlé. Quelqu'un que je n'avais pas rencontré avant. Un homme qui semblait avoir la quarantaine.
grand et mince. Portait des lunettes. Des rides profondes autour des yeux. Il avait l'air épuisé. Je suis Lee Myung-chul, chef du service de radiologie. Il m'a tendu la main. Nous avons serré. Sa main était rugueuse et froide. À cause des sanctions internationales, nous ne pouvons pas importer de pièces. Alors parfois nous les fabriquons nous-mêmes, mais la précision n'y est pas. Quelque chose comme de la tristesse est apparu dans ses yeux. De la résignation? De la défaite? Je ne pouvais pas vraiment le nommer, mais c'était l'impuissance d'un médecin qui ne peut pas faire son travail. Cet homme sait. Il sait à quel point son hôpital est terrible. Il sait qu'il ne peut pas traiter correctement ses patients. Que faites-vous quand les patients ont besoin d'examens IRM? Nous nous fions au diagnostic clinique. Ou, nous abandonnons. Abandonner? Même quand un cancer est suspecté, nous ne pouvons pas le confirmer. Le scanner est limité aussi, l'équipement d'échographie est ancien, au final, nous diagnostiquons en regardant et en touchant. Au XXIe siècle? À notre époque? Alors combien de patients? Je n'ai pas pu finir ma phrase. Le docteur Lee a baissé la tête. Je ne sais pas. Nous ne comptons pas. Si nous comptions, nous ne pourrions pas le supporter. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Nous ne comptons pas parce que nous ne pourrions pas le supporter. L'agonie d'un médecin qui ne peut pas sauver ses patients. Il fait face à ça tous les jours. Park Chul a rapidement changé de sujet. Une fois que le nouvel équipement arrivera, les choses s'amélioreront grandement. C'est pour ça que nous vous avons fait venir d'Allemagne. Nouvel équipement. L'IRM que j'étais venu installer. Exact, c'est pour ça que je suis venu. Au moins cet hôpital aurait un équipement convenable. C'est significatif, non? J'ai essayé de me convaincre. Voulez-vous voir les autres services? Le docteur Lee a demandé. Park Chul a vérifié sa montre. Nous avons un peu de temps, une brève visite serait bien. J'ai hoché la tête. J'étais curieux. À quoi ressemblait le reste de cet hôpital? Nous avons marché dans le couloir. Le docteur Lee ouvrait la marche. Service de médecine interne. Des chambres de patients alignées des deux côtés du long couloir. Les portes étaient ouvertes, révélant l'intérieur. 10 lits par chambre. Des lits entassés dans un petit espace. Moins de 30 centimètres entre eux. Des patients étaient allongés dans les lits. La plupart étaient d'âge moyen ou âgé. Les couvertures avaient l'air fines. On était en octobre et il n'y avait pas de chauffage. Certains patients étaient allongés avec leur veste. Qu'en est-il du chauffage? J'ai demandé. Nous manquons de charbon. Il n'arrivera pas avant décembre. Il fait déjà froid en octobre, et le chauffage commence en décembre? L'air froid entrait par les fenêtres. Certaines avaient des vitres brisées colmatées avec du plastique. Et le verre? C'est sur la liste des sanctions. Difficile à obtenir. Même le verre est sanctionné? J'ai soupiré. Nous sommes allés au bloc opératoire. À travers la zone de stérilisation et à l'intérieur. Il y avait une table d'opération. Rouillée. Peinture écaillée, métal nu visible à travers. C'est hygiénique ça? Nous ne pouvons pas en avoir une neuve. J'ai regardé les lumières. Lampe chirurgicale. Le genre qui élimine les ombres pendant les opérations. La moitié des ampoules étaient grillées. Vous opérez comme ça? Oui. Nous complétons avec des lampes torchées quand c'est nécessaire. Des lampes torchées? Dans un hôpital du XXIe siècle? J'ai regardé la machine d'anesthésie. Un vieil équipement. Complètement différent des machines d'anesthésie modernes que je connaissais. C'est, sûrement pas. Anesthésie à l'éther. Nous n'avons pas de médicaments anesthésiques modernes. L'éther? Le truc qu'ils utilisaient il y a 100 ans? Est-ce que les patients se réveillent pendant l'opération? Le docteur Lee a hoché la tête. Parfois. C'est difficile de réguler la concentration d'éther. Qu'est-ce que vous faites alors? Nous les attachons. Un frisson m'a parcouru. Une opération en état de conscience? Attaché? Je pouvais imaginer la douleur. Les patients signalent souvent des traumatismes après. Peur des tables d'opération.
La voix du docteur Lee tremblait. Mais il n'y a pas le choix. Si on n'opère pas, ils meurent. S'il y a une chance de les sauver, on doit essayer. J'étais sans voix. Des médecins qui torturent des patients pour les traiter. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. C'est un hôpital? C'est l'enfer. Nous sommes allés au service pédiatrique. Des enfants allongés dans des lits. De petits corps. Tous squelettiques. Membres fins, ventre gonflé. Signe classique de malnutrition. Difficile de dire s'ils étaient venus pour un traitement ou s'ils s'étaient effondrés de faim. Un enfant pleurait. Peut-être 2 ou 3 ans. Tenu dans les bras de sa mère. La mère était maigre aussi. Yeux enfoncés, joues creuses. L'enfant avait des convulsions. Corps raide, yeux révulsés. Convulsions fébriles. J'ai touché le front de l'enfant. Brûlant. Docteur. S'il vous plaît, donnez-lui un médicament contre la fièvre. La mère a hurlé à travers ses larmes. Une infirmière est arrivée en courant. Une jeune femme. Son expression était figée. Je suis désolé. Nous n'avons pas de médicament contre la fièvre. Comment ça, vous n'en avez pas? Mon enfant est en train de mourir. Nous n'en avons vraiment pas. Nous avons utilisé le dernier hier. La mère s'est effondrée. Elle est tombée par terre, pleurant. Tenant toujours son enfant. S'il vous plaît, sauvez-la, s'il vous plaît, sauvez mon bébé. Je me suis tenu là, paralysé par la scène. Médicaments contre la fièvre. En Allemagne, vous pouvez en acheter dans n'importe quel supermarché. 2 € et c'est réglé. Ici, un enfant mourait parce qu'il n'en avait pas. Le docteur Lee s'est précipité. Il a examiné l'enfant. Vérifié la température, utilisé un stéthoscope. 40 degrés, risque de lésion cérébrale. Refroidissez-la avec des serviettes mouillées pour l'instant. Une infirmière a apporté des serviettes mouillées. Du tissu trempé dans de l'eau tiède. Placé sur le front de l'enfant, les aisselles, l'aine. Des méthodes primitives. Sans médicaments contre la fièvre, c'était tout ce qu'il pouvait faire. Pourquoi n'avons-nous pas de médicaments? La mère sanglotait. Le docteur Lee s'est mordu la lèvre. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Des larmes montaient dans ses yeux aussi. Un médecin qui s'excuse auprès d'un patient. Une situation où il pourrait sauver une vie mais ne peut pas parce qu'il n'y a pas de médicaments. Je ne pouvais pas le supporter. Je suis sorti. Je me suis tenu à une fenêtre au bout du couloir. J'ai pris de grandes respirations. Mes mains tremblaient. Les larmes sont venues. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Ça se passe au XXIe siècle? Un enfant meurt parce qu'il n'y a pas de Doliprane? J'ai regardé par la fenêtre. Ciel gris. Bâtiment délabré. Des cheminées crachant de la fumée noire. Alors c'est ça Pyongyang. La capitale de la Corée du Nord. Supposément le meilleur endroit où vivre dans le pays. Si c'est comme ça ici, qu'est-ce que c'est à la campagne? Je ne voulais pas l'imaginer. Parc CHULO s'est approché. Monsieur Muller, vous allez bien? Oui. Je n'allais pas bien. Je n'allais pas bien du tout. Passons au prochain point du programme. Il m'a pressé. Comme s'il voulait me faire sortir de là rapidement. Comme si je ne devais pas en voir plus. Nous sommes montés dans la voiture. Nous avons commencé à rouler. Par la fenêtre, les rues de Pyongyang. Des gens qui marchent. Sans expression. Combien d'entre eux sont malades? Combien ne peuvent pas se faire soigner? Nous sommes retournés à l'hôtel. Je suis allé dans ma chambre et me suis allongé sur le lit. J'ai fixé le plafond. Les pleurs de l'enfant résonnaient dans mes oreilles. S'il vous plaît, sauvez-la. Le cri de la mère. Je suis désolé. L'excuse du médecin. J'ai enfoui mon visage dans l'oreiller et j'ai pleuré. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça doit être comme ça? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le lendemain, les préparatifs d'installation de l'IRM ont commencé. Avant l'arrivée de l'équipement, je devais inspecter le site d'installation. Installations électriques, système de refroidissement, capacité de charge du sol. Beaucoup à vérifier.
Le docteur Lee m'a accompagné. Il m'a fait visiter l'intérieur de l'hôpital. Park Chuelo et Kim Yoon-su suivaient aussi. Des accompagnateurs. Ils écoutaient tout ce que nous disions. Alors nous ne pouvions pas parler en privé. Nous sommes allés au sous-sol du service de radiologie où l'installation devait avoir lieu. Descendre des escaliers sombres. Besoin d'une lampe torche. Le sous-sol était humide et sentait la moisissure. C'est ici que l'IRM sera installé. Park Chuelo a dit. J'ai regardé autour. Le sol était inégal. Des fissures dans le béton. Les murs étaient humides. Ça ne marchera pas en l'état. L'IRM est sensible aux vibrations. Le sol doit être nivelé. Compris. Nous nous en occuperons. J'ai vérifié les installations électriques. La tension était instable. Si l'alimentation électrique n'est pas constante, l'équipement pourrait être endommagé. Nous avons besoin d'une alimentation sans interruption. Nous en préparons une. Chaque fois que je signalais quelque chose, le visage de Park Chuelo se crispait davantage. Des problèmes inattendus ne cessaient d'apparaître. Mais je ne pouvais pas laisser les choses glisser. Si je bâclais, l'équipement tomberait en panne plus tard. Et alors les patients souffriraient. Les travaux de préparation ont continué pendant plusieurs jours. Des techniciens nord-coréens ont nivelé le sol et renforcé les systèmes électriques. J'allais sur le site tous les jours pour inspecter. Dans le processus, j'ai vu plus de l'hôpital. Plus je voyais, plus mon cœur était lourd. Un jour, j'étais aux urgences. Un patient a soudainement été amené. Il est tombé sur un chantier de construction, disait-il. Un jeune homme. Peut-être 25 ou 26 ans. Sa jambe était pliée à un angle anormal. Fracture ouverte. L'os avait percé la peau. Le sang coulait. L'homme hurlait. Ah! Aidez-moi! Ça fait mal. Des médecins sont arrivés en courant. Le docteur Lee était parmi eux. Arrêtez l'hémorragie d'abord. Vite! Une infirmière a pressé de la gaze contre la plaie. Le sang l'a trempé. Ils ont continué à remplacer avec de la gaze fraîche. Nous devons opérer. Avant que l'infection ne s'installe. Avons-nous de l'anesthésie? Seulement de l'éther. L'éther. Encore. Faisons-le. Il pourrait perdre la jambe. Ils ont déplacé le patient vers la salle d'opération. J'ai suivi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste senti que je devais voir. J'ai regardé depuis l'extérieur du bloc opératoire. À travers la vitre, je pouvais voir l'intérieur. Le patient était allongé sur la table d'opération. Des sangles enroulées autour de ses bras et de ses jambes. Début de l'anesthésie. Ils ont imbibé un masque d'éther et l'ont placé sur son nez. Le patient s'est débattu, puis est devenu mou. Il était sous anesthésie. L'opération a commencé. Ils ont coupé la peau avec un scalpel. Le sang a coulé. L'os était exposé. Ils ont aligné l'os cassé et l'ont fixé avec des broches. Puis un problème est survenu. Le patient a commencé à bouger. Il se réveille. Plus d'éther. L'infirmière a ajouté plus d'éther. Mais le patient a ouvert les yeux. Et a hurlé. Ah! Il s'est réveillé pendant l'opération. Avec sa chair ouverte et l'os exposé. Attachez-le. Maintenant. Les infirmières ont maintenu le patient. Il se débattait. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Ne bougez pas. Restez immobile. Le médecin a continué d'opérer. Même pendant que le patient hurlait. J'ai couvert ma bouche avec mes deux mains devant la fenêtre. J'allais être malade. C'est médiéval. Non, pire que médiéval. Je pouvais imaginer ce que ça faisait. Être coupé avec un couteau en pleine conscience. Finalement le patient a perdu connaissance à nouveau. Soit à cause de la douleur, soit parce que l'éther a finalement fait effet. L'opération a continué. Il a fallu 3 heures pour terminer. Le patient a été transféré en salle de réveil. Il a survécu. Ils ont sauvé la jambe. Mais le processus. Le docteur Lee est sorti du bloc opératoire. Du sang sur sa blouse.
Visage pâle. Il m'a vu et a fait un sourire amer. Vous avez vu? Oui. C'est notre réalité. Ça arrive tous les jours. Il a soupiré. La médecine moderne est finalement une question d'équipement et de médicaments. Sans ça, nous reculons de 100 ans. Comment ça peut être aussi terrible? Je n'ai pas pu finir. Les sanctions internationales. L'équipement médical, les médicaments, les fournitures, tout est bloqué à l'importation. Il y a censément des exceptions humanitaires, mais pratiquement rien ne passe. Il a regardé par la fenêtre du couloir. Et, ce que nous avons ne nous parvient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais en demander plus, mais j'ai vu Park Chuelo approcher. Le docteur Lee s'est tu. Monsieur Muller, vous avez un autre rendez-vous. Park Chuelo a dit. J'ai regardé le docteur Lee. Il a fait un léger signe de tête et s'est retourné. Ces mots d'avant sont restés dans mon esprit. Ce que nous avons ne nous parvient pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a des médicaments et de l'équipement quelque part? Mais ça n'arrive pas dans les hôpitaux ordinaires? Où ça va alors? Je l'ai découvert 3 jours plus tard. Ce matin-là, Park Chuelo est apparu avec une expression inhabituelle. Quelque chose de tendu. Ses yeux étaient nerveux. Monsieur Muller, il y a eu un changement dans le programme d'aujourd'hui. Un changement? Oui. Vous allez visiter un lieu spécial. Un lieu spécial? Où? Park Chuelo a hésité un moment, puis a parlé. Un établissement médical spécial pour la direction suprême de notre République. La direction suprême? Il voulait dire Kim Jong-un? Ils ont besoin que vous inspectiez l'équipement IRM là-bas. Inspection? Ils ont une IRM là-bas? Oui. Un équipement de pointe. Un équipement de pointe? L'hôpital d'où je venais avait une IRM cassée vieille de 30 ans? Ils n'ont même pas de médicaments contre la fièvre, et des enfants meurent? Mais l'établissement de la direction suprême a un équipement de pointe? Quelque chose clochait profondément. Un mauvais pressentiment. Allons-y au Park Chuelo a pressé. L'atmosphère rendait clair que je ne pouvais pas refuser. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Je suis monté dans la Mercedes noire. Cette fois, des rideaux couvraient les fenêtres. Des rideaux noirs épais. Je ne pouvais pas voir dehors du tout. Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas regarder dehors. Park Chuelo a dit. Je ne peux pas voir dehors? J'étais anxieux, mais je n'avais pas le choix. La voiture a démarré. Je n'avais aucune idée d'où nous allions. À en juger par la vitesse, nous semblions être sur une autoroute. Combien de temps avons-nous roulé? 1 heure? 2 heures? J'ai perdu toute notion du temps. Il y a eu plusieurs points de contrôle en chemin. La voiture s'arrêtait, une fenêtre s'ouvrait, des documents étaient vérifiés. Des voix de soldats. Vives et tendues. Puis nous repartions. Ça s'est passé 3 ou 4 fois. Finalement, la voiture s'est complètement arrêtée. Veuillez sortir. Les rideaux se sont ouverts. Devant moi se dressait un énorme bâtiment. Caché dans les montagnes, semblait-il. Des pins denses l'entouraient, enveloppés de clôtures de barbelés. Des gardes armés partout. Entièrement équipés. Fusils automatiques. Expression figée. L'extérieur du bâtiment avait l'air ordinaire. Juste du béton gris. Pas d'enseigne, pas de marquage. Aucun moyen de savoir à quoi il servait. Mais le niveau de sécurité rendait clair que ce n'était pas un endroit ordinaire. Par ici, s'il vous plaît. Park Chuelo a ouvert la marche. Un autre point de contrôle à l'entrée du bâtiment. Mon passeport a été vérifié, j'ai été fouillé. Mon sac a été ouvert et inspecté. Outils de travail. Tournevis, testeur, câble. Ils ont vérifié chaque article. Tout est en ordre. Un garde a fait son rapport. Nous sommes entrés. Le hall était quelconque. Comme un immeuble de bureaux ordinaires. Mais l'ascenseur était étrange. Il n'avait que des boutons vers le bas. Pas de boutons pour les étages supérieurs. C'est une installation souterraine.
Park Chulo a expliqué. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. L'intérieur était luxueux. Murs en marbre, rampe dorée, miroir, un petit lustre. Comme un ascenseur d'hôtel. Les portes se sont fermées et nous avons commencé à descendre. Je ne sais pas jusqu'où nous sommes allés. 30 secondes? 1 minute? Nous sommes descendus considérablement profond. Finalement, l'ascenseur s'est arrêté et les portes se sont ouvertes. Je n'en croyais pas mes yeux. Une installation massive s'étendait sous terre. De larges couloirs, de hauts plafonds, un éclairage vif. Des sols en marbre poli. Blanc et or en harmonie. Des tableaux accrochés au mur. Des œuvres d'artistes nord-coréens, semblait-il. Paysages du mont Paektu, du mont Kumgang. Et surtout, tout était neuf. Impeccablement propre. Pas un grain de poussière. L'air était différent aussi. Pas l'odeur de moisi de l'hôpital en haut. Un air frais et propre. Climatisation haut de gamme. La température était parfaite aussi. Ni trop chaud, ni trop froid. Juste bien. Par ici, s'il vous plaît. Park Chulo a continué à avancer. En marchant dans le couloir, j'ai regardé les pièces de chaque côté. Salle d'examen, laboratoire d'analyse, salle de traitement. Des panneaux sur chaque porte. En allemand, anglais, chinois et coréen. Allemand? Pourquoi allemand? J'ai jeté un coup d'œil dans les pièces. Les portes étaient en verre, alors je pouvais voir. Des équipements de pointe remplissaient chaque pièce. Les salles d'examen avaient des outils de diagnostic dernier cri. Tensiomètres électroniques, stéthoscopes numériques, échographes portables. Les laboratoires d'analyse avaient des analyseurs sanguins, des machines d'analyse d'urine. Tout était neuf. J'ai vérifié les marques. Siemens, Philips, GE, Hitachi. Les meilleures marques mondiales, dernier modèle. De l'équipement que je connaissais. Certains avaient été lancés récemment. Comment? Il y a des sanctions internationales? Les importations d'équipements médicaux sont interdites? Comment tout ça est-il ici? Mon esprit vacillait. Une pharmacie était visible. Des vitrines en verre remplies de médicaments. Tous types de médicaments. Antibiotiques, antidouleurs, anticancéreux, immunosuppresseurs. Des médicaments importés. Pfizer, Novartis, Roche, Merck. Les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde. Là-haut à l'hôpital, il disait qu'il n'y avait même pas de médicaments contre la fièvre. Ici, tout était disponible. Nous y sommes. Nous sommes arrivés à la salle d'IRM. La porte s'est ouverte. Et je l'ai vu. Siemens Magnétontera. IRM 7 Tesla. La machine IRM la plus avancée au monde. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Magnétontera. IRM à champ ultra élevé de 7 Tesla. Un équipement capable de visualiser les microstructures du cerveau humain. Prix de base, 30 millions de dollars. Et c'est le prix de base. En réalité c'est encore plus. Moins de 10 unités existent dans le monde entier. Même au siège allemand, les ingénieurs qui en ont vu une en personne se comptent sur les doigts d'une main. Je n'avais vu que des vidéos de formation. Jamais la vraie. Et elle était ici. Au fond du sol nord-coréen. C'est, comment? Les mots ne venaient pas. Mes mains tremblaient. Mes genoux faiblissaient. Park Chulo a souri. Une expression fière. Nous avons nos réseaux. Des réseaux? Il veut dire contourner les sanctions? De la contrebande? Des marchés noirs? Ils l'ont fait entrer d'une façon ou d'une autre. Une machine à 30 millions de dollars. À travers les sanctions internationales. Veuillez l'inspecter. On nous a signalé une légère vibration récemment. Dans un état second, je me suis approché de la machine. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir debout. C'était réel. Authentique. J'ai vérifié le numéro de série. Un équipement enregistré au siège de Siemens. Il pourrait retracer quand et où il a été vendu. Je l'ai allumé et lancé les diagnostics. Le système a démarré. Le logo Siemens est apparu à l'écran. Dernière version du logiciel. Tout était normal.
La vibration? J'ai vérifié les données du capteur. Un minuscule grain de poussière. Une particule microscopique dans le ventilateur du système de refroidissement causant la vibration. Il suffit de nettoyer. J'ai trouvé le problème. Réparation facile. Bonne nouvelle. Parc CHULO avait l'air soulagé. J'ai nettoyé tout en examinant l'équipement de près. Il était en parfait état. Quelqu'un entretenait méticuleusement cette machine. Inspection régulière, nettoyage, remplacement des consommables. Maintenance de premier ordre. Il devait y avoir un technicien dédié pour cet équipement. Peut-être quelqu'un amené de l'étranger, comme moi. Voulez-vous voir les autres équipements? Parc CHULO a demandé. J'ai hoché la tête. J'étais curieux. Ce que cette installation souterraine contenait d'autre. Nous sommes allés à la salle de scanner. Siemens Somatom Force. Dernier scanner 256 coupes. Peut produire des images nettes même pendant que le cœur bat. Même en Allemagne, seuls les hôpitaux universitaires en ont. La salle d'échographie. Géovoluson E10. Équipement d'échographie 4D. Peut montrer le visage d'un fœtus en 3 dimensions. La salle d'endoscopie. Le dernier système d'endoscopie Olympus. Ils avaient même la capsule endoscopique. Le genre que vous avalez et qui voyage dans votre tube digestif en prenant des photos. Le bloc opératoire. Ma mâchoire s'est décrochée. Da Vinci 11. Système de chirurgie robotique. Plus de 5 millions de dollars par unité. Le chirurgien s'assoit à une console et contrôle des bras robotiques qui effectuent l'opération. Permet une précision microscopique. Moins de complications, récupération plus rapide. Même en Allemagne, seuls les grands hôpitaux en ont. Ça existe dans l'installation souterraine de la Corée du Nord? À côté, il y avait une table d'opération. Dernière table chirurgicale électrique. Position, angle, hauteur tout réglable par bouton. Comparé à la table rouillée de l'hôpital au-dessus. Les éclairages chirurgicaux étaient de pointe aussi. Éclairages chirurgicaux LED. Brillant, sans ombre, sans chaleur. La machine d'anesthésie. Dragéseuse. Système d'anesthésie par inhalation de pointe. Toutes les lectures automatiquement surveillées, automatiquement ajustées selon l'état du patient. Aucune comparaison avec l'éther. Avec ça, les patients ne se réveillent pas pendant l'opération. La scène horrifique de l'hôpital au-dessus m'est revenue en mémoire. Anesthésie à l'éther. Patient se réveillant pendant l'opération. Cris. Membres attachés. Et ici. Anesthésie de pointe. Chirurgie robotique. Le même pays? C'est le même pays? Nous sommes allés aux soins intensifs. Respirateur, moniteur cardiaque, pompe à perfusion. Tout était de pointe. Moniteur personnel à chaque lit. Montrant l'état du patient en temps réel. C'est au niveau des meilleurs hôpitaux d'Allemagne. Peut-être mieux. La salle de rééducation. Derniers équipements de rééducation. Machines de physiothérapie, équipements d'exercice, stimulateurs électriques. Tout importé. Du Japon, d'Allemagne, des États-Unis. Le centre de dépistage. Ils avaient un PET scan. Équipement pour la détection précoce du cancer. Plus de 10 millions de dollars par unité. Qu'en pensez-vous? Parc CHULO a demandé fièrement. Je ne pouvais pas répondre. Les mots ne venaient pas. Mon esprit était vide. 3 heures plus tôt ont traversé ma mémoire. Table d'opération rouillée, IRM cassé, un enfant mourant sans médicaments contre la fièvre. Un patient hurlant en se réveillant pendant l'opération. Un médecin qui s'excuse. Et maintenant, ici. Une IRM à 30 millions de dollars. Des systèmes de chirurgie robotique. Le meilleur équipement du monde. Le même pays. La même ville de Pyongyang. À 2 heures de voiture. Pourquoi c'est si différent? Cette installation est pour qui? Ma voix tremblait. L'expression de Parc CHULO s'est durcie. Pour la direction suprême. Combien de personnes font partie de la direction suprême? C'est difficile à dire. J'ai compris alors. Cette installation était pour une seule personne.
Kim Jong-un. Ou tout au plus, sa famille et une poignée d'associés proches. Moins d'une centaine de personnes. Tout ici était préparé pour eux. Pendant que 25 millions de Nord-Coréens mouraient faute de médicaments contre la fièvre. Pendant que des enfants avaient des convulsions à cause de fortes fièvres sans un seul Doliprane. Pour un seul homme, une IRM à 30 millions de dollars attendait. Un PET scan était disponible. La chirurgie robotique était disponible. Tous les derniers médicaments étaient disponibles. J'ai eu la nausée. Où sont les toilettes? Park Chulo m'a indiqué le chemin. Je suis entré dans les toilettes. C'était luxueux ici aussi. Sol en marbre, accessoires dorés, lavabo haut de gamme. Mon visage se reflétait dans le miroir. Pâle. Yeux injectés de sang. Mains tremblantes. Je me suis appuyé sur le lavabo. Je voulais vomir. J'ai eu des hauts le cœur. Je me suis aspergé le visage d'eau et me suis lavé. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est la réalité? Des êtres humains peuvent-ils faire ça à d'autres êtres humains? Garantir la santé d'un seul homme au prix de 25 millions de vies? C'est le mal. Le mal pur. La cruauté transformée en système. Je devais me calmer. Je ne pouvais pas montrer d'émotion ici. Dans ce pays, les émotions sont dangereuses. Je suis surveillé. Ils ne peuvent pas savoir ce que je ressens. J'ai pris de grandes respirations. J'ai composé mon visage. J'ai maintenu un masque inexpressif du mieux que j'ai pu. Je suis sorti des toilettes. Park Chulo attendait. Vous allez bien? Oui, je me suis senti un peu étourdi. Ça doit être l'air souterrain. Ah, ça peut arriver. Bien que le système de ventilation soit parfait ici. Même la ventilation est parfaite, il dit. Bien sûr que oui. C'est l'installation de Kim Jong-un. Il gère probablement l'air même qui entre dans ses poumons. Si vous avez fini l'inspection, rentrons. Je suis remonté dans la voiture. Les rideaux étaient tirés à nouveau. Je ne pouvais pas voir dehors. Dans l'obscurité, j'ai pensé. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je fais de cette vérité? Devrais-je le dire au monde? Ou garder le silence? Si je parle, qu'est-ce qui m'arrive? La Corée du Nord se vengera-t-elle? Puis-je même sortir de ce pays en sécurité? Pourquoi m'ont-ils montré ça? Ils m'ont donné une carte dangereuse. Prévoit-il de me faire taire plus tard? Ou voulait-il vraiment frimer? Nous avons ce genre de choses aussi? Je ne savais pas. Mon esprit était le chaos. Nous sommes retournés à l'hôtel. Je suis allé dans ma chambre et me suis allongé sur le lit. J'ai fixé le plafond. Un système qui garantit la santé d'un homme au prix de 25 millions de vies. C'est ça la Corée du Nord. C'est le vrai visage de la dictature. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis retourné à l'hôpital universitaire médical de Pyongyang. L'équipement IRM était arrivé. Siemens Magneton Avanto. IRM 1,5 Tesla. Un équipement correct. Bien sûr, incomparable à la 7 Tesla que j'avais vue hier. Des mondes à part. Mais pour cet hôpital, c'était la première nouvelle IRM en 30 ans. Le docteur Lee est venu la voir. Ses yeux se sont illuminés. C'est vraiment du nouvel équipement. Il l'a touché. Presque avec révérence. Rien qu'avec ça, nous pouvons sauver tellement de patients. Sa voix tremblait. Je me sentais partagé. Comparé à cette installation souterraine, ce n'était rien. Là-bas, le meilleur équipement du monde attendait sans une trace de poussière. Ici, ils étaient aussi émus par ce niveau d'équipement. Commençons l'installation. Les travaux d'installation ont commencé. J'ai travaillé aux côtés des techniciens nord-coréens. Ils étaient assidus. La communication était difficile puisqu'ils ne parlaient pas anglais, mais on s'est débrouillé avec des gestes. Leur désir d'apprendre était fort. Ils regardaient tout ce que je faisais attentivement, prenant des notes. Au fil des plusieurs jours de travaux d'installation, le docteur Lee et moi sommes graduellement devenus plus proches. Nous avons déjeuné ensemble à la cafétéria de l'hôpital. Riz, kimchi, soupe de soja, quelques accompagnements de légumes. Un repas simple. Le goût était
Médiocre. L'assaisonnement n'était pas bon. Mais le docteur Lee mangeait de bon appétit. C'est considéré comme bon. Il a dit. Les citoyens ordinaires n'ont même pas ça. J'ai posé ma cuillère. Qu'est-ce qu'ils mangent? De la bouillie de maïs. Des pommes de terre. Du riz s'ils ont de la chance. De la viande, seulement les jours de fête. La viande est rare? Oui. Même le poulet est cher. Le porc est plus cher. Le bœuf, certains citoyens ordinaires passent leur vie entière sans jamais en manger. J'étais sans voix. En Allemagne, les supermarchés débordent de viande. Tellement bon marché qu'on en jette une partie. Ici, les gens ne mangent jamais de bœuf de leur vie? Beaucoup de cas de malnutrition? Oui. Surtout les enfants. Ils n'ont pas de protéines pendant la croissance, alors ils sont petits, leur système immunitaire est faible. Il a soupiré. La moitié des patients de notre hôpital sont en réalité des cas de malnutrition. Même si on les traite, ils rentrent chez eux et meurent de faim à nouveau. Un cercle vicieux. Oui. Sans résoudre le problème fondamental, la médecine est inutile. Nous avons parlé de tout et de rien pendant le repas. Park Chulo regardait de loin. Il ne semblait pas entendre notre conversation. Quand même, nous devions être prudents. Nous avons évité les sujets dangereux. Ce soir-là, alors que je partais après avoir fini le travail, le docteur Lee m'a arrêté. Au bout du couloir. Un coin où personne n'était. Monsieur Muller. Sa voix était basse. Expression tendue. Oui. Hier, vous êtes allé quelque part, n'est-ce pas? Je me suis tendu. Comment savait-il? Un endroit spécial. Un établissement médical pour la direction suprême. Il a baissé les yeux. Tout le monde sait qu'un tel endroit existe. Ils savent? Des rumeurs. Qu'il y a un hôpital comme un palais au fond sous terre. Que tous les bons médicaments sont là-bas. Sa voix était mélancolique. Nous ne pouvons pas y aller. Seule la direction suprême peut. J'ai retenu mes mots. Je ne savais pas quoi dire. C'était comment là-bas? Il a demandé. Ses yeux étaient désespérés. J'ai hésité, puis j'ai parlé. Tout y était. Tout. L'IRM aussi? Oui. Une 7 Tesla. La meilleure du monde. Le visage du docteur Lee s'est contracté. Je vois. Sa voix tremblait. Je m'en doutais. Ils avaient tous les médicaments aussi. Antibiotiques, antipyrétiques, anticancéreux, tout. Oui. Il a baissé la tête. Les médicaments que nous n'avons pas doivent être stockés là-bas. Le silence est tombé. Un silence lourd. Monsieur Muller. Il a levé les yeux. Des larmes s'accumulaient dans ses yeux. J'ai une demande. Qu'est-ce que c'est? Ce que vous avez vu ici, dites-le au monde. Je l'ai regardé. Un regard désespéré. Nous ne pouvons pas parler. Si nous parlons, nous mourrons. Toute notre famille meurt aussi. Sa voix tremblait. Vous connaissez les camps de prisonniers politiques? J'en ai entendu parler. Si vous y allez, c'est fini. Vous n'en sortez pas vivant. Parents, frères et sœurs, enfants sont tous emmenés là-bas aussi. Ils appellent ça la culpabilité par association. Il m'a agrippé la main. Mais vous êtes un étranger. Quand vous partirez, vous pourrez parler. Ce ne sera pas dangereux? Je ne sais pas. Mais, quelqu'un doit parler. Des larmes coulaient sur son visage. Je suis médecin aussi. Sauver des vies est mon travail. Mais ici, je ne peux sauver personne. Docteur Lee. Un enfant est mort hier. Il sanglotait. Pneumonie. Si nous avions eu des antibiotiques, elle aurait vécu. Elle avait 3 ans. Mon cœur avait l'impression d'être écrasé. Ces médicaments, tout va là-bas. À la direction suprême. Il n'en reste rien pour le peuple. Même pas de médicaments contre le rhume. Même pas de sirop contre la toux. Même pas de pansement. Mais là-bas, ils ont tout. Plus qu'ils ne pourraient jamais utiliser. Il s'est effondré contre le mur et s'est laissé glisser. Qu'est-ce qu'on a fait de mal,
Pourquoi ça doit être comme ça? J'avais des larmes aussi. Je ressentais la douleur de cet homme. Regarder des patients mourir chaque jour. Savoir qu'il y a des médicaments qui pourraient les sauver. Savoir qu'ils ne lui parviennent jamais. Comme ça doit être dur. Le monde doit savoir. Le docteur l'y a supplié. Ce qui se passe ici. Je comprends. J'ai dit. Je ferai ce que je peux. Vraiment? Ses yeux se sont illuminés. De l'espoir dedans. Une lueur de lumière trouvée dans le désespoir. Je promets. Quand je sortirai, je leur dirai. Le docteur Lee a serré ma main fort. Merci. Merci infiniment. Mais vous, vous irez bien? Je ne sais pas. Il a fait un sourire amer. Mais ça n'a pas d'importance. Plutôt que de vivre comme ça, je veux faire quelque chose de significatif. C'est dangereux. Vous avez parlé de culpabilité par association. Je n'ai pas de famille. Il a dit. Ma femme est morte il y a 10 ans. De maladie. Pas de médicaments. Nous n'avions pas d'enfants. Sa voix était solitaire. Mes parents sont décédés aussi. Pas de frères et sœurs. Je suis seul. Même comme ça. C'est pour ça que j'ai moins peur. Je meurs, c'est fini. Personne d'autre n'est blessé. Il s'est relevé. S'il vous plaît. Je vous en supplie. J'ai hoché la tête. Je promets. À ce moment, des pas ont résonné depuis le bout du couloir. C'était Park Chulo. Nous nous sommes rapidement écartés. Qu'est-ce que vous faites? Park Chulo nous a regardés d'un air soupçonneux. Oh, nous discutions de questions techniques sur l'équipement. Le docteur Lee a répondu. Je vois. Monsieur Muller, allons à l'hôtel. J'ai regardé le docteur Lee. Il m'a fait un léger signe de tête. N'oubliez pas. Ses yeux disaient. J'ai hoché la tête aussi. Je promets. Les travaux d'installation ont continué. Pendant le temps restant, j'ai vu encore plus. Un jour, je suis allé dans un bâtiment derrière l'hôpital. La morgue. On pourrait appeler ça le funérarium. Le système de réfrigération était en panne, et ils m'ont demandé d'y jeter un œil. Pas ma responsabilité à l'origine, mais je connaissais les systèmes électriques, alors je pouvais aider. Je suis entré dans le bâtiment. L'odeur était horrifiante. L'odeur de la décomposition. L'odeur de la mort. Des rangées de réfrigérateurs. La plupart des portes étaient ouvertes. Pas de courant. Des corps étaient à l'intérieur. Décomposition en cours. Chair qui fond, asticots qui grouillent. J'ai cru que j'allais vomir. J'ai couru dehors. Je me suis accroupi dans l'herbe et j'ai eu des hauts le cœur. Vous allez bien? Le docteur Lee m'avait suivi dehors. C'est quoi, ça? Ils ne peuvent pas faire de funérailles. Pourquoi? Pas d'argent. Les cercueils sont chers, la crémation est chère. Alors les familles ne peuvent pas prendre les corps. Alors ils les laissent comme ça? Oui. L'hôpital finit par s'en occuper. Un camion vient une fois par semaine. Où vont-ils? Je ne sais pas. Ils sont enterrés quelque part. Sans nom. Je me suis pris la tête dans les mains. C'est l'enfer. L'enfer véritable. On ne peut même pas avoir de funérailles quand on meurt, c'est un pays ça? C'est courant ici. La voix du docteur Lee était plate. Il avait trop vu. Il était devenu insensible. C'est tragique de mourir, et c'est tragique après la mort aussi. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma chambre d'hôtel. Regardant le Pyongyang sombre depuis le 35e étage. Combien de souffrances se cachent dans cette obscurité? Combien de larmes? Je haïssais cette ville. Je haïssais ce pays. Je voulais partir le plus vite possible. Le dernier jour d'installation. L'IRM était entièrement installé. Nous avons pris des images test. Elles étaient nettes. Ça a marché. Le docteur Lee rayonnait. Première fois que je le voyais sourire. Maintenant nous pouvons scanner des patients. Nous pouvons diagnostiquer des patients atteints de cancer. Les techniciens nord-coréens étaient contents aussi.
Ils ont demandé à serrer la main. J'étais content aussi. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de significatif. Au moins cet hôpital pourrait offrir aux patients des soins un peu meilleurs maintenant. Bien sûr, comparé à l'installation souterraine, ce n'était rien. Mais c'était mieux que rien. Nous avons fait nos adieux. Le docteur Lee a tendu la main pour une poignée de main. Quelque chose a été pressé dans ma paume. Un petit morceau de papier. Plié. Je l'ai rapidement mis dans ma poche. Je ne devais pas me faire remarquer. Merci, monsieur Muller. Il a dit. Ses yeux étaient humides. Nous ferons bon usage de l'équipement. S'il vous plaît, sauvez beaucoup de patients. Je le ferai. Il m'a regardé dans les yeux. Ce que je vous ai demandé, n'oubliez pas. J'ai hoché la tête. Je promets. Parler serait dangereux. J'ai répondu avec mes yeux. Je comprends. Je le ferai absolument. Nous nous sommes dirigés vers l'aéroport. En chemin, j'ai vu les rues de Pyongyang. C'était le matin. Les gens faisaient la navette. De longues files aux arrêts de bus. Des gens à vélo. Des gens qui marchent. Des visages sans expression. Est-ce qu'ils savent ce que leur pays possède? Qu'il y a un hôpital comme un palais au fond sous terre. Que les médicaments pour lesquels ils meurent sont stockés là-bas. Ils ne le savent probablement pas. Ils ne peuvent pas le savoir. Et même s'ils le savaient, ils ne pourraient rien faire. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Inspection de départ. Ils ont fouillé mon sac à nouveau. Mon cœur battait fort. Et s'ils trouvaient le papier que le docteur Lee m'avait donné? Heureusement, ils ne l'ont pas trouvé. Je l'avais caché sous la semelle de ma chaussure. Papier fin, ça ne se voyait pas. J'ai récupéré mon ordinateur portable et mon téléphone confisqué. J'ai vérifié et trouvé que certains fichiers avaient été supprimés. Je ne sais pas ce qu'ils avaient regardé. J'ai embarqué dans l'avion. Décollage. Par le hublot, je pouvais voir Pyongyang. Ville grise. La tour du juge a rétréci. La rivière Tadon était visible. S'éloignant. Au moment où nous avons quitté l'espace aérien nord-coréen. J'ai éclaté en sanglots. J'ai survécu. Je suis sorti. Le passager à côté de moi m'a regardé d'un drôle d'air, mais je n'avais pas le luxe de m'en soucier. À Pékin, j'ai pris une correspondance pour Munich. Dans les toilettes de l'avion, j'ai déplié le papier que le docteur Lee m'avait donné. Du coréen manuscrit. Écriture bâclée. Écrit à la hâte, semblait-il. S'il vous plaît, dites-le au monde. Nous ne pouvons pas parler. Vous seul le pouvez. C'est notre dernier espoir. En dessous, il y avait des chiffres et de l'anglais. Des statistiques. L'année passée à l'hôpital universitaire médical de Pyongyang. Patients admis, 8412. Décès dû au manque de médicaments, 2847. Cas d'échec d'anesthésie pendant les opérations, 156. Diagnostic impossible à cause de panne d'équipement, 1203. Taux de mortalité infantile, 87 pour 1000 naissances. Taux de mortalité maternelle, 892 pour 100 000 naissances. 2847 personnes. En un an. Dans un seul hôpital. Par manque de médicaments. La Corée du Nord a des centaines d'hôpitaux. Quel est le chiffre national? Des dizaines de milliers? Des centaines de milliers? J'ai pressé ce papier contre ma poitrine. Je suis rentré à Munich. Je suis allé chez moi et j'ai défait mes bagages. Je me suis douché et allongé sur le lit. J'ai fixé le plafond. Pyongyang inondait mon esprit. Un enfant mourant sans médicaments contre la fièvre. La mère en pleurs. Le patient hurlant en se réveillant pendant l'opération. Des corps en décomposition. Le médecin debout là impuissant. Et cette installation souterraine. Une IRM à 30 millions de dollars. Le système de chirurgie robotique le plus avancé au monde. Tout préparé pour une seule personne. Le même pays. Des mondes différents. J'ai été en proie à l'angoisse pendant des jours. Devrais-je parler ou non? Si je parle, qu'est-ce qui m'arrive? La Corée du Nord se vengera-t-elle? Serais-je viré de l'entreprise? J'avais peur.
Mais le visage du docteur Lee ne cessait d'apparaître. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Ce regard désespéré. 2847 personnes. Ce nombre ne quittait pas ma tête. Finalement, j'ai pris ma décision. Parler. J'ai contacté un journaliste allemand. Un ancien de l'université qui travaillait dans un média. Je lui ai tout dit. Les horreurs de l'hôpital universitaire médical de Pyongyang. Les pénuries de médicaments, l'équipement cassé, les patients mourants. Et l'installation souterraine secrète. L'équipement de pointe. Un système médical pour un seul homme. L'histoire a été diffusée. Le monde a été choqué. Mais comme prévu, il y a eu des conséquences. J'ai été viré de l'entreprise. La Corée du Nord s'était plainte, disait-il. J'étais triste mais je n'avais pas de regrets. J'avais fait ce qui était juste. J'avais tenu ma promesse au docteur Lee. Quelques jours plus tard, une organisation de défense des droits de l'homme m'a contacté. Ils m'ont demandé de témoigner devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. J'ai accepté. Je suis allé à Genève. Le siège européen de l'ONU. Énorme salle de l'Assemblée. Des représentants de pays du monde entier assis devant moi. Je me suis tenu devant le microphone. Je leur ai tout dit. Ce que j'avais vu à Pyongyang. Les horreurs de l'hôpital. Le luxe de l'installation souterraine. Le contraste saisissant. J'ai brandi le papier que le docteur Lee m'avait donné. Ceci m'a été donné par un médecin nord-coréen. Il a risqué sa vie. La salle de l'Assemblée est devenue silencieuse. Le monde doit savoir ça. Mon témoignage s'est terminé. Des années ont passé. Maintenant je travaille pour une organisation de défense des droits de l'homme. Je travaille pour sensibiliser aux droits de l'homme médicaux en Corée du Nord. Parfois Pyongyang apparaît dans mes rêves. Des couloirs d'hôpital sombres. Une mère en pleurs. Un enfant mourant. Et le visage du docteur Lee. Comment va-t-il maintenant? A-t-il été puni à cause de mon témoignage? Récemment j'ai rencontré un transfuge nord-coréen. Quelqu'un qui avait travaillé à l'hôpital universitaire médical de Pyongyang. Vous connaissez le docteur Lee Myung-chul? J'ai demandé. Son visage s'est durci. Il est décédé. Mon cœur s'est arrêté. Il a été interrogé par la sécurité d'État, envoyé dans un camp de prisonniers politiques. Là-bas, je me suis effondré. C'était ma faute. J'ai pleuré pendant des jours. Mais ensuite elle m'a recontacté. Avant que le docteur Lee ne soit emmené, il a dit quelque chose. Quoi? Il a dit qu'il n'avait aucun regret. Parce que le monde a découvert la vérité. C'était plus important que sa propre vie. J'ai pleuré à nouveau. Docteur Lee. Il savait ce qui allait lui arriver. Pourtant, il m'a donné ce papier. Il croyait que la vérité était plus importante que sa propre vie. J'ai décidé de perpétuer sa volonté. Jusqu'au bout. Je donne encore des conférences. Sur les conditions médicales en Corée du Nord. Sur la disparité criante. Sur la souffrance de 25 millions de personnes. Quand les conférences se terminent, je dis toujours ceci. J'ai vu le côté le plus sombre de l'humanité en Corée du Nord. Et j'ai vu le côté le plus lumineux aussi. Un médecin qui a choisi la vérité plutôt que sa propre vie. Son nom était Lee Myung-chul. Je me souviens de lui. S'il vous plaît, souvenez-vous de lui aussi.